Bienvenue sur notre chaîne. Nous sommes ici aujourd'hui pour clore un incident survenu en 1978. Cette affaire a débuté bien des années avant d'être portée à notre connaissance et constitue un excellent exemple de travail d'équipe. Je suis accompagnée aujourd'hui de certains membres de cette équipe. À côté de moi, je suis accompagnée de la coroner adjointe Gabrielle Allison. Elle est l'enquêteur principal de cette affaire non résolue. À côté de Gabi, il y a Michael Bogan, originaire d'Otterham, une municipalité de Woodlands au Texas. Le chef Maza du département de police de Batavia est également présent. À côté du chef Maza, il y a Karim Karad, président du comté de Kane, et à côté de Karim, le maire de Batavia, Jeff Shelkey. Également présent aujourd'hui, nous avons Leslie Juby, membre du conseil du comté de Kane. Le 12 novembre 1978, James Skinner, un citoyen de Batavia, rénovait sa résidence située au 239 East Wilson à Batavia. Après avoir abattu le mur de la résidence, M. Skinner a découvert ce qui semblait être un crâne humain entre les montants. M. Skinner a immédiatement appelé la police de Batavia et une enquête a été ouverte. À cette époque, les analyses ADN et généalogiques n'étaient pas aussi avancées qu'aujourd'hui. Les options étaient donc limitées. La police de Batavia a mené une enquête extrêmement approfondie avec les ressources disponibles. Plusieurs sources ont été contactées, notamment des laboratoires nationaux, des musées, ainsi que des universités et des collèges. Le maximum que l'on a pu obtenir à l'époque était un professeur d'université qui a supposé que le crâne provenait d'une jeune femme d'une vingtaine d'années. Il a également été déterminé que le crâne provenait d'une personne antérieure à 1900. La police de Batavia a recherché des personnes disparues dans les archives, mais aucune information supplémentaire n'a été révélée. Après des recherches et une enquête approfondie, l'affaire a été classée sans suite. Le 10 mars 2021, des employés du Batavia Depot Museum nettoyaient et faisaient de la place au musée lorsqu'une boîte contenant son crâne a été découverte. Ignorant l'origine du crâne, les employés du musée ont appelé la police de Batavia pour signaler la découverte. La police de Batavia a effectué une recherche dans ses archives et a retrouvé le rapport originel de 1978. Aucune preuve supplémentaire n'a été retrouvée lors de la recherche. Le service de police de Batavia a alors décidé de renvoyer le crâne au bureau du coroner du comté de Kane pour la poursuite de l'enquête. Le lendemain, nous avons poursuivi l'enquête et, l'affaire datant d'au moins 40 ans, j'ai décidé que l'équipe des affaires non résolues était la mieux placée pour enquêter sur cet incident. L'adjointe Gabrielle Allison a été désignée comme enquêtrice principale. J'ai créé l'équipe d'enquête sur les affaires non résolues en juillet 2015, afin d'examiner d'anciens dossiers en réponse aux questions et préoccupations légitimes des citoyens concernant les jugements de décès équivoques. Après avoir examiné les preuves existantes et suivi des pistes pendant 2 ans, nous avons découvert une société texane appelée Otterham Laboratory. Cette société utilisait une technique d'investigation relativement nouvelle appelée généalogie génétique médico-légale, ou nous l'appellerons FIG. FIGG en abrégé. Il s'agit de la même procédure que celle utilisée pour arrêter le tueur de Golden State en 2018. Au moment où nous avons entendu parler d'Otterham, ce procédé avait déjà permis de résoudre plus de 100 affaires à travers le pays. Nous espérions que si FIG parvenait à résoudre ces affaires, un profil pourrait être établi pour la nôtre. Bien que notre affaire soit beaucoup plus ancienne, nous placions tous nos espoirs dans le procédé d'Otterham. Otterham a gracieusement proposé d'examiner le crâne pour déterminer s'il était possible d'en extraire de l'ADN malgré son ancienneté. Après plusieurs semaines, Otterham nous a informé qu'ils avaient pu obtenir de l'ADN utilisable pour les tests. Si un profil était obtenu, il pourrait être consulté dans leur base de données, ce qui permettrait de retrouver des membres d'une famille présentant des identités similaires. Avram a indiqué que si nous souhaitions mettre en œuvre cette procédure, le financement nécessaire pourrait être obtenu via un site de financement participatif afin de couvrir les frais requis. J'ai senti que le public serait intéressé à contribuer à cette solution et cette option m'a donc séduite. En décembre 2023, un communiqué de presse a été diffusé concernant l'identité inconnue du crâne découvert en 1978, lançant un appel à l'aide. Grâce à l'aide des médias,
à la participation de nombreux membres présents aujourd'hui et aux généreux citoyens qui ont répondu à cet appel, nous avons rapidement pu réunir les fonds nécessaires à la comparaison génétique avec l'ADN du crâne. Dans les 2 semaines suivant mon autorisation officielle pour les tests et la comparaison génétique du crâne, Oteram nous a envoyé un rapport indiquant que les profils avaient donné une correspondance. Non seulement ils avaient une correspondance, mais ils avaient aussi un arbre généalogique avec des parents vivants. Oteram a demandé que nous contactions les membres présumés de la lignée familiale pour confirmation. Nous avons contacté l'arrière-petit-fils de la personne en question qui a soumis son ADN à Oteram pour confirmer une correspondance familiale. L'ADN du petit-fils a été confirmé comme correspondant. Nous savons maintenant que le crâne retrouvé dans le mur de Batavia est celui d'Esther Granger. Esther est née le 26 octobre 1848 en Indiana. En 1876, à l'âge de 16 ans, elle a épousé Charles Granger et quelques mois plus tard tombait enceinte de leur premier enfant. En mai 1866, Esther donna naissance à une petite fille, mais mourut peu après de complications liées à l'accouchement. Elle fut enterrée à Maryville en Indiana, laissant derrière elle un mari pour s'occuper de leur fille nouvelle-née. En hommage à sa défunte épouse, Charles nomma la petite fille Esther, du même prénom que sa mère. La question se pose donc, si elle est décédée en 1866 en Indiana, comment a-t-elle pu se retrouver dans le mur d'une maison de Batavia ? Nous ne le saurons jamais avec certitude, mais grâce aux archives et à de bonnes raisons, nous en sommes arrivés à une théorie de bon sens. Nous pensons que Esther a été victime d'un pillage de tombes. Le pillage de tombes était assez courant à cette époque car il était très lucratif. Les pilleurs de tombes gagnaient l'équivalent de 3 à 4 mois de salaire pour une personne moyenne travaillant 60 heures par semaine. Un corps de 2 à 3 mois permettait à un pilleur de tombes de gagner correctement sa vie, ce qui explique son attrait à l'époque. C'était aussi dangereux. Bien que illégal, de nombreuses forces de l'ordre ne l'appliquent pas. La justice était confiée à des vigilantistes dont beaucoup étaient des membres des familles des défunts. De nombreuses émeutes ont eu lieu en réaction à des pillages de tombes connus à travers le pays, et plusieurs auteurs de ces crimes ont été assassinés. Une telle émeute a eu lieu ici dans le comté de Kane, à Saint-Charles, en 1849, lors d'un incident appelé le Witch Rite, un incident distant. Esther n'y a participé. Encore une fois, il n'y a pas de réponse absolue à la question de savoir comment Esther s'est retrouvée dans ce mur et où se trouve le reste de son corps. Mais être victime d'un pillage de tombes est tout à fait justifié. Depuis la découverte de l'identité d'Esther, nous avons pu contacter son arrière-petit-fils Wayne Spiller. Wayne nous a été d'une grande aide pour déterminer l'identité d'Esther. Nous sommes très honorés de pouvoir servir sa famille en rétablissant le sens de la vie et de la mort de son arrière-grand-mère. Avec l'accord de sa famille, Esther Granger a été inhumée à Batavia, au cimetière de West Batavia, dans un columbarium généreusement offert par la ville de Batavia. Wayne Spiller a prononcé un éloge approprié à sa grand-mère qu'il n'a jamais connue physiquement. Il a cependant déclaré qu'il avait le sentiment de connaître Esther grâce à une relation privilégiée avec sa mère et ses grands-parents. Il connaissait Esther par eux. L'identification formelle et la théorie probable de la découverte des restes d'Esther dans une maison de Batavia a été établie au terme d'une enquête approfondie. Nous sommes des détectives engagés à préserver et à enquêter sur la vérité derrière ceux qui nous quittent. Bien que l'ensemble du bureau et nos partenaires aient collaboré pour conclure cette enquête, je tiens à remercier tout particulièrement les personnes et organismes suivants. Un merci tout particulier à l'adjointe Gabrielle Allison. Elle a été la clé de voûte de cette enquête. Elle a consacré non seulement des heures, des semaines et des mois, mais des années à la mener à bien. Je tiens à remercier tout particulièrement le service de police de Batavia. Ils nous ont accompagnés tout au long du processus. Nous leur sommes vraiment reconnaissants pour leur travail. La ville de Batavia et le maire Shelky, merci. Merci d'avoir pris l'initiative d'offrir une dernière demeure à Esther. Le musée du dépôt de Batavia, merci. Merci d'avoir agi comme il se doit en appelant la police et en nous aidant à résoudre ce crime. Cet incident, ce crime. Les laboratoires en plaie, sans eux, nous ne serions nulle part. Monsieur Wayne Spiller, qui je crois est en ligne. Est-ce vrai ? Oui. Oui. Il n'a pas pu venir. Il vit à Portland, Oregon. Il a donc pu venir via Zoom. Et nous l'accueillerons et nous le mettrons à disposition pour répondre aux questions des personnes intéressées. Thomas Deguette de Thomas Deguette Photographie a pris les photos médico-légales du crâne. Et 3D Resin Solutions, du sud de Belldrum, a imprimé en 3D la réplique de ce crâne, qui se trouve juste là.
Ce n'est pas le vrai crâne. C'est la réplique imprimée en 3D du vrai crâne. Parce que, encore une fois, le vrai crâne a été accordé. L'artiste médico-légale Nathalie Meuret a pu prendre le crâne, vous pouvez obtenir l'autre, oui, celui-là, et nous montrer une photo de ce à quoi Esther aurait pu ressembler. C'est pas génial, non? Très bien. Excellent. Je tiens également à remercier ma chef, Lorraine Carrera, ma chef adjointe, Rebecca Nielsen, et toute l'équipe. Nous avons tous fait notre part comme le fait une bonne équipe. Enfin, et surtout, je tiens à remercier tous les citoyens qui ont fait don de ressources et prié pour une heureuse issue. Sachez que vos dons ont été mis à profit et que vos prières ont été exaucées. Merci. J'aimerais inviter Michael Vaughan d'Outrum à vous expliquer une partie du processus, car je suis sûre que vous avez des questions à ce sujet. Bonjour à tous, je m'appelle Michael Vaughan, je suis directeur de la gestion des comptes chez Outrum. Je vais vous présenter brièvement notre entreprise. Nous avons créé Outrum. Nous sommes le premier laboratoire privé en Amérique du Nord à avoir été créé exclusivement pour générer des identifications humaines à partir de preuves médico-légales, qu'il s'agisse de restes humains non identifiés, comme dans ce cas, ou même d'ADN suspect. Nous avons mis en place un processus médico-légal complet et entièrement interne, qui examine des centaines de milliers de marqueurs ADN. À l'aide de ces marqueurs ADN, nous avons créé des profils très performants, qui peuvent ensuite être utilisés pour alimenter des bases de données et connecter des familles. Et c'est ce que nous avons fait lors de cette phase. Je tiens donc à remercier toutes ces personnes pour leur confiance, et nous sommes ravis du résultat. J'aimerais également remercier d'autres personnes. Nous avons Alison Namila, n'est-ce pas? Namila du Batavia Depot Museum, et Cathy Burgess, du Batavia Park District du Batavia Depot Museum. Craig Tinrella, il est le propriétaire de 3D Resin Solutions, qui a imprimé cette excellente représentation du crâne. Et bien sûr, je ne peux pas passer sous silence Maureen Kelly. Elle est l'autre moitié de mon équipe chargée des affaires non résolues. Nous travaillons sur d'autres affaires et nous continuerons à y travailler. Très bien, il s'agit d'une conférence de presse avec le coroner du comté de Kane dans l'Illinois. Une fois de plus, ils ont identifié cette jeune fille de 17 ans qui, selon eux, a été retrouvée morte il y a quelques décennies à l'intérieur d'un mur d'une maison, alors que le propriétaire faisait des travaux de rénovation. Ils disent qu'ils ne pourront jamais déterminer exactement comment elle s'est retrouvée dans ce mur, mais ils ont évoqué l'hypothèse de pilleurs de tombes. Nous vous tiendrons au courant de l'évolution de l'affaire dès que nous en aurons, mais elle se déroule dans le comté de Kane, en Illinois, juste à l'extérieur de Chicago. Merci d'avoir regardé. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton « J'aime » et de vous abonner si vous voulez en entendre davantage. Pouvez-vous nous dire dans les commentaires où vous vivez et quelle heure il est dans votre pays?